On vous a menti toute votre vie au sujet du nombre d'années que vous êtes censé vivre. Ni 70, ni 80, ni même 120 ans, ce que les médecins appellent la limite du corps humain. Ouvrez le livre le plus lu de l'histoire, celui qui traîne dans presque chaque foyer, et vous lirez noir sur blanc. Les gens vivaient 900 ans. Adam a vécu 930 ans. Son descendant Yared, 962. Et un homme du nom de Mathusalem, dont le nom est devenu synonyme de grande vieillesse, a vécu, selon le texte, 969 ans. Presque un millénaire de vie consciente et active. Et voilà la question principale, celle qui vous fait froid dans le dos. Si ces chiffres sont consignés dans le texte sacré que nous honorons et étudions depuis des milliers d'années, pourquoi avons-nous tous accepté en silence de les considérer comme une jolie fable? Pourquoi avons-nous décidé que nos ancêtres savaient bâtir, lire les étoiles, tenir des chroniques et des généalogies très précises, mais qu'en même temps ils ne savaient pas compter leur propre âge? C'est une version trop commode. Elle permet de ne pas poser de questions embarrassantes. Et moi, je veux que vous les posiez avec moi. Nous ne croirons sur parole ni moi, ni les manuels. Nous allons compter et comparer. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi 900 ans, ce n'est pas une erreur de copiste, mais la trace de ce qui a été fait à l'homme, délibérément. Les sceptiques aiment objecter. Les anciens comptaient en années les mois lunaires. Donc 900 ans, c'est en réalité environ 78 de nos années. Cela semble raisonnable. Vérifions cet argument sur les chiffres eux-mêmes. La vérification détruit cette théorie en un instant. Dans le même texte, il est dit que Mathusalem devint père à 187 ans. Convertissez cela en mois lunaires et vous obtiendrez qu'il a engendré un fils à environ 15 ans. Admettons. Mais un autre homme, Caïnan, selon les mêmes archives, devint père à 70 ans, ce qui ferait un garçon de moins de 6 ans. Et Nachor engendra à 29 ans, selon la logique lunaire, un enfant de 2 ans. Dès que vous compressez ces durées à une taille commode, toute la chronologie devient absurde. Laissez les chiffres tels quels, et tout s'accorde parfaitement. Les gens mûrissaient plus tard, enfantèrent plus tard, et vivaient 10 fois plus longtemps que nous. Et le texte biblique n'est pas seul ici. Bien avant l'histoire du grand déluge, sur les tablettes d'argile de l'ancienne Sumer, entre le Tigre et l'Euphrate, furent gravés les noms des rois et la durée de leur règne. Les historiens appellent ce document la liste royale sumérienne. Et là, ce ne sont pas des années ni des décennies qui sont indiquées, mais des millénaires. Le premier roi de la ville d'Éridu, nommé Alulim, régna 28 800 ans, son successeur 36 000. Les 8 premiers souverains d'avant le déluge, au total 241 000 ans. Maintenant, le plus frappant. Dans la liste sumérienne comme dans le texte biblique, les durées de vie s'effondrent brutalement, juste après le même événement, après le déluge. Avant la catastrophe, des dizaines de milliers d'années, après des centaines, et encore quelques générations plus tard, la vie se réduit aux 70-80 ans que nous connaissons. Deux cultures différentes, séparées par la distance et les siècles, ayant consigné leurs traditions indépendamment l'une de l'autre, disent la même chose. Autrefois, l'homme vivait infiniment plus longtemps, puis quelque chose a tranché ce fil, comme au ciseau. Et si la vie a été raccourcie délibérément, le mécanisme lui-même doit bien subsister quelque part. Regardez littéralement à l'intérieur de vous-même, ni dans l'âme ni dans le cœur, mais à un niveau que vous ne voyez pas, et qui pourtant régit chaque seconde de votre existence. Dans chacune des quelques 37 000 milliards de cellules de votre corps se trouve une molécule repliée. Déroulez celle d'une seule cellule, et le fil s'étirera sur près de 2 mètres. Rassemblez tout le matériel génétique d'un seul être humain, et il atteindrait la Terre, puis le Soleil, et ferait l'aller-retour des centaines de fois. En vous est encodée une quantité d'informations qui ne tiendrait pas dans les bibliothèques de nations entières. Et maintenant, un fait qui donne froid dans le dos. De tout cet immense code, l'être humain n'utilise qu'environ 2%. 2% seulement. Ils sont responsables de la couleur des yeux, de la forme du nez, de la production des protéines, de tout ce qui construit le corps. Les 98% restants, la science les a longtemps désignés d'un seul mot méprisant, des déchets. Du lest, du rebut de l'évolution, que la nature traînerait soi-disant par erreur comme de vieux fichiers inutiles. Arrêtez-vous là-dessus.
La nature, qui a perfectionné chaque organisme au fil de millions d'années, qui élimine même les muscles devenus inutiles, aurait soudain décidé de stocker 98% de ballast sans valeur dans chaque cellule, de le copier à chaque division et de le transmettre de génération en génération pendant des centaines de milliers d'années. Cela contredit tout ce que nous savons de la vie. Et ces dernières années, très discrètement, sans grand titre, la science a commencé à faire marche arrière. Ces segments contrôlent le moment où d'autres gènes s'activent ou se désactivent. C'est une immense télécommande. Le mot « déchet » disparaît doucement des manuels. Mais la question demeure. Si c'est une télécommande, pourquoi la plupart des interrupteurs sont-ils éteints? L'un d'eux se trouve précisément sur l'horloge de votre vieillissement. À l'intérieur de votre ADN, il y a des structures qu'on appelle les télomères. Imaginez un lacet avec un embout en plastique qui l'empêche de s'effilocher. Les télomères, ce sont ces embouts aux extrémités des chromosomes. Chaque fois qu'une cellule se divise pour remplacer une cellule usée, ces embouts les raccourcissent un peu. Quand ils deviennent trop courts, la cellule perd sa capacité à se diviser. Elle vieillit et cesse de vivre. C'est ça, l'horloge biologique du vieillissement. Plus les télomères sont courts, plus la limite est proche. Mais voilà ce qui bouleverse tout. Dans votre corps, il y a une enzyme qui sait réparer ces embouts, la télomérase. Elle reconstruit les télomères, remontant en quelque sorte l'horloge du vieillissement et redonnant à la cellule sa capacité à se diviser. Ce mécanisme de réparation est en vous depuis la naissance. Seulement, dans la plupart des cellules adultes, il est presque entièrement éteint. La nature a donné l'outil de la jeunesse éternelle et l'a aussitôt verrouillé. Réfléchissez à quel point c'est étrange. C'est comme construire une maison avec un système parfait pour auto-réparer les murs, puis couler du béton sur le bouton de démarrage. Pourquoi intégrer un mécanisme de jeunesse éternelle pour le bloquer immédiatement? L'évolution ne fonctionne pas comme ça. Elle ne crée pas des fonctions complexes et coûteuses pour ne jamais les utiliser. Ce comportement n'est pas celui d'une nature aveugle, mais celui d'un dessein. Celui d'un ingénieur qui a installé un limiteur, de quelqu'un qui a délibérément laissé sur notre durée de vie une marque. Pas au-delà de ce qui est permis. Et le texte ancien nomme presque mot pour mot celui qui a posé cette marque. Revenez à la ligne qui se trouve juste avant le déluge. On la dépasse d'ordinaire sans y penser. Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair, que ses jours soient de 120 ans. Relisez lentement. Ce n'est pas la description d'un déclin naturel, c'est un ordre, une décision, rendue d'en haut. La durée de vie humaine ne s'est pas éteinte d'elle-même à cause de maladies ou du climat, elle a été fixée. Quelqu'un qui a autorité sur notre nature même a regardé l'homme et a dit « Ça suffit, vous n'aurez plus 900 ans, la limite est 120. » Et retenez ce chiffre car il est presque mystiquement précis. La personne la plus âgée de l'époque moderne, avec une documentation fiable, Jeanne Calment, a vécu 122 ans. Les gérontologues qui étudient le vieillissement se heurtent sans cesse au même plafond invisible d'environ 120 ans et pas un pas de plus. Comme si nous étions devant un mur que ni les médicaments ni un mode de vie sain ne peuvent percer. Le texte ancien a nommé cette limite il y a des milliers d'années, et la science moderne, avec tous ses instruments, n'a fait que confirmer. Oui, le mur existe, et il se dresse exactement là où il a été dit. Rassemblons ce qu'on ne peut plus ignorer. Premièrement, des sources anciennes indépendantes parlent d'une seule voie d'une vie de 900 ans. Deuxièmement, dans notre ADN, il y a un mécanisme désactivé de jeunesse éternelle et 98% du code qui s'est révélé n'être pas du bruit. Troisièmement, le texte le plus ancien dit clairement que la durée a été fixée d'en haut et le chiffre est confirmé par la science avec une précision troublante. 3 lignes convergent vers un même point. Quelqu'un a été volontairement raccourci. Et les tablettes sumériennes nomment le responsable calmement, sans l'ombre d'un doute, comme nous citons aujourd'hui le nom du fondateur d'une entreprise, les Anunnaki. En sumérien, ça signifie à peu près « ceux qui sont descendus des cieux sur la terre ». Et avant de balayer ça d'un revers de main, regardons ces tablettes non pas comme un conte, mais comme un document historique, de la même façon que les historiens les considèrent quand ça leur arrange. Car on croit sans réserve à ces mêmes tablettes lorsqu'elles parlent de transactions commerciales, de lois, de prix de l'orge et de guerres entre cités. On s'y réfère dans des travaux scientifiques sérieux.
Mais dès que les mêmes scribes, avec les mêmes signes cunéiformes, sur la même argile, consignent l'histoire des origines de l'homme, on nous dit « ça, par contre, c'est de la mythologie ». Une belle sélectivité bien pratique. On croit le témoin quand il dit ce qui arrange, et on le traite de menteur exactement là où il rapporte ce qui dérange. Alors, que rapporte-t-il au juste? Si on ôte l'enveloppe poétique, voici l'essentiel. Des visiteurs sont arrivés avec un but pragmatique, extraire des ressources, dont de l'or. Le travail pénible dans les mines fut d'abord confié aux plus jeunes d'entre eux, et à un moment donné, ceux-ci se sont révoltés et ont refusé de creuser. Un conflit du travail bien compréhensible, une grève. On a alors décidé de créer une créature qui prendrait ce travail à sa charge, créer un travailleur. Et les tablettes décrivent ensuite la procédure. On prend de la glaise, et au sens sumérien, c'est le matériau terrestre, un organisme déjà présent sur la planète. On y mêle, pour ainsi dire, le sang et la chair d'un dieu. Le mélange est placé dans des récipients de naissance, et 14 déesses de la naissance œuvrent dessus. Lisez cela avec les yeux d'une personne de notre siècle. On prend un organisme existant, on ajoute le matériel génétique des créateurs, on le place dans des contenants artificiels pour la gestation, et on répète le processus. C'est la structure d'une création de hybride en laboratoire, décrite avec les seuls mots dont disposait le scribe antique. Et le travailleur n'a nul besoin de vivre 1000 ans, ni d'avoir un accès complet aux capacités de son créateur. On désactive le superflu comme on pose un limiteur logiciel sur un appareil acheté. Les capacités sont là à l'intérieur, mais l'accès est verrouillé par décision de celui qui l'a fabriqué. Seulement voilà, les premiers hybrides vivaient quand même des siècles, ce qui veut dire qu'il y a eu un second coup, et lui n'a pas modifié les gènes, mais la planète elle-même. Les gènes ne fixent qu'un potentiel, et qu'il se révèle ou non dépend de l'environnement, de l'air, de la pression, des conditions de la planète. Et là surgit une question qui ne semble folle que tant qu'on ne s'y attaque pas avec la physique froide. Et si ce n'était pas seulement notre génome qui avait changé, mais aussi le monde autour de nous? La réponse vous attend dans n'importe quel grand musée de paléontologie. Là, sous verre, repose une créature nommée Meganeura, une libellule avec une envergure de jusqu'à 75 cm, plus grande qu'un autour. Et à côté, l'Arthropleura, un mille-pattes de plus de 2 mètres de long. Ce ne sont ni des légendes, ni des théories contestées. Ce sont des fossiles que l'on peut toucher. Et ici entre en jeu la physique implacable. Les insectes respirent autrement que nous. Ils n'ont ni poumons ni sang qui transportent l'oxygène. Leur corps est parcouru d'un système de minuscules tubes et l'air pénètre directement dans les tissus par simple diffusion. Cette méthode a une limite stricte. Plus l'insecte est grand, plus l'oxygène doit parcourir de chemin à l'intérieur du corps. Avec la teneur en oxygène actuelle, une créature ne peut tout simplement pas dépasser une certaine taille, ses tissus internes commenceraient à suffoquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, le plus gros coléoptère tient dans la paume de la main. Alors, comment une libellule de la taille d'un oiseau de proie a-t-elle pu exister? La science n'a qu'une seule réponse, et elle ne fait aucun doute. L'air était différent. À cette époque que les géologues appellent le Carbonifère, la teneur en oxygène de l'atmosphère atteignait 30 à 35%, contre 21 aujourd'hui. Il y avait près d'une fois et demie plus d'oxygène, et c'est cet air dense qui permettait aux géants d'exister. Et pour qu'une atmosphère aussi épaisse demeure près de la surface et porte d'immenses ailes, la pression devait également être plus élevée qu'actuellement. Un air plus dense, une pression plus forte. Et ce qu'un tel environnement fait au corps vivant, on le teste dans les hôpitaux dès aujourd'hui. La technologie s'appelle l'oxygénation hyperbare. Le patient est placé dans une chambre hermétique, on augmente la pression et on injecte un air enrichi en oxygène. Et des plaies qui ne cicatrisaient pas depuis des mois se referment, des tissus privés de circulation sanguine revivent, les cellules nerveuses se régénèrent, les inflammations s'apaisent. Et des études récentes ont montré quelque chose d'encore plus étonnant. Une série de séances dans une telle chambre peut allonger ces fameux télomères, dont le raccourcissement est précisément le mécanisme du vieillissement. La pression accrue et l'oxygène à dose appropriée ralentissent l'horloge du vieillissement, voire l'arrêtent. Additionnez 2 faits. Premier, à une époque, l'atmosphère terrestre était plus dense et plus riche en oxygène,
et cela a été établi grâce à des fossiles géants. Deuxième, la pression accrue et l'oxygène ralentissent le vieillissement et accélèrent la récupération du corps, et cela est prouvé par la médecine moderne. Ensemble, ils aboutissent à une conclusion qui donne le vertige. Dans cette atmosphère ancienne, le corps humain vieillissait plus lentement, guérissait plus vite, récupérait plus complètement. L'environnement lui-même agissait comme une immense chambre de soins enveloppant toute la planète, et chaque respiration était une guérison. 900 ans cessent d'être un miracle pour devenir une conséquence de la physique. La théorie du dôme de vapeur d'eau explique comment un tel environnement pouvait tenir. Selon elle, les couches supérieures de l'atmosphère retenaient une immense quantité de vapeur d'eau, formant un dôme transparent autour de la planète. Il maintenait la pression, filtrait le rayonnement cosmique dur, celui-là même qui aujourd'hui endommage les cellules et accélère le vieillissement, et créait un climat chaud et uniforme sur toute la Terre. Et au tout début du texte biblique, il est dit explicitement qu'il y avait de l'eau au-dessus du firmament et que la Terre était irriguée non par la pluie, mais par la vapeur venant de la surface. Autrement dit, on décrit un monde sans pluie sous une voûte humide, et la première pluie tombe précisément au moment du déluge. Et tout cela s'est effondré en un instant. Il reste à comprendre quelle catastrophe c'était et à qui elle a profité. La logique suggère que ce n'était pas un hasard, mais une remise à zéro contrôlée. La première réinitialisation de l'histoire. Imaginez un appareil qui se met à fonctionner autrement que ce que le fabricant avait prévu. Il accumule trop de liberté, de savoir et de possibilités. Il ne répare pas chaque pièce individuellement, il ramène le système à son état contrôlé d'origine. Et les textes juste avant le déluge décrivent une humanité devenue trop nombreuse, trop avancée, trop proche de ses créateurs. Et les créateurs ne se contentent pas de laisser la catastrophe se produire, ils la planifient. Dans l'épopée, il est dit clairement que les dieux se sont réunis en conseil et ont décidé d'envoyer le déluge pour réduire l'humanité parce qu'il y avait trop de monde. Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un protocole. Et à un élu, on ordonne secrètement de construire un navire et de préserver la semence de la vie, c'est-à-dire de garder un point de restauration. Effacer presque tout, mais préserver le germe pour une nouvelle version contrôlable. C'est à ce moment-là que la voûte d'eau et de vapeur s'est effondrée. Le dôme qui maintenait une atmosphère dense et une pression élevée s'écroule, l'eau se précipite vers le bas, d'où les 40 jours de pluie et la première pluie de l'histoire. La pression chute, la composition de l'air change, la couche protectrice disparaît, et sur la Terre s'abat le rayonnement cosmique qui, jour après jour, frappe les cellules, endommage l'ADN et raccourcit les télomères. La chambre de guérison de la planète s'est éteinte. Et les chiffres des sources anciennes s'alignent parfaitement là-dessus. Avant le déluge, 900 ans. Juste après, déjà 350. Le fils plus court, le petit-fils encore plus court, et de génération en génération, la vie s'installe sur une courbe descendante, jusqu'à toucher les 120 ans assignés. Ce n'est pas une extinction accidentelle, c'est le graphique d'un affaiblissement progressif d'un système dont on a coupé l'alimentation. Mais la réinitialisation efface aussi la mémoire. Où sont passées les réalisations de la civilisation, où le maître perfectionnait son métier pendant 3 siècles et le savant menait une seule recherche pendant 200 ans, emporté, enseveli sous une couche de vase. Et ce n'est pas un hasard si plus de 300 peuples qui n'ont jamais eu de contact entre eux, séparés par les océans, conservent une légende sur le même déluge, un fichier résiduel qui n'a pas pu être complètement effacé. Et maintenant, la question honnête de toute enquête, à qui cela profite-t-il ? Celui qui vit longtemps se souvient, on ne le trompe pas avec une histoire réécrite, car il en a été lui-même le témoin. Il est libre. Celui qui vit peu recommence à zéro tous les 70 ans et n'hérite que de la version du passé qu'on lui a enseignée. On peut le convaincre de n'importe quoi. Une vie courte, c'est l'outil de contrôle le plus efficace qui soit. Mais voici ce qui importe le plus. Nous ne sommes pas des êtres cassés, nous sommes des êtres aux fonctions verrouillées, et ce qui est verrouillé, contrairement à ce qui est cassé, peut être ouvert. Et la science, sans le savoir elle-même, suit déjà la piste de la clé avec la molécule qui allonge les télomères, le travail sur l'enzyme de jeunesse et les interrupteurs génétiques.
Peut-être que cette prise de conscience elle-même, que 1000 ans était notre droit, et non un fantasme, est le premier tour de clé dans la serrure. Il ne reste qu'une question inquiétante. Cette réinitialisation était-elle la seule, ou vivons-nous, à l'heure actuelle, à l'intérieur d'un autre cycle? Il y a eu des choses, mais tout n'a pas été raconté. Abonnez-vous. Devant vous, ce que les manuels ont eu.